Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 19 de ce Giro 2023. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette étape, bilan des Bleus, courant au top, bonne et d'âne comme d'habitude. Et la note de l'étape, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette étape. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, Formule 1, même si j'ai pas fait la présentation du Grand Prix de Monaco, il y aura le débrief de ce Grand Prix de Monaco. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, vous pouvez aller voir EPS 2.0 aussi sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Amazon, Google. Et puis, vous avez également du côté des internets le débrief sur TikTok tous les soirs, juste après l'arrivée de l'étape. Bon, sur cette journée numéro 19 de ce Giro, on va dire que ça accouche un petit peu... Enfin, l'étape... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à quelque chose d'exceptionnel. Moi, je m'étais dit, il y a 3 jours compliqués dans cette dernière semaine d'affilée. Forcément, il y en a une qui va passer à l'as. Comme hier, on a une belle étape. Le chrono, on peut pas vraiment le passer à l'as, ce chrono. Donc, c'était soit jeudi, soit vendredi. Et comme jeudi, on a une belle étape, bah, c'est plutôt vendredi où il y a eu un coup de mou. Parce que 3 jours d'affilée, c'est compliqué, parce que ce contre-la-montre fait peur, et que voilà, ça a un peu cassé cette dernière semaine quand même. Ce dernier contre-la-montre, enfin cette fin de dernière semaine. Donc ouais, on a accouché un peu d'une souris, qu'on n'a pas aussi les coureurs les plus spectaculaires au monde. Donc c'est vrai que, bon, à part peut-être Roglic, mais qui est capable de faire des attaques, mais bon, Almeida et Geraint Thomas sont quand même plutôt des coureurs au train. C'est des coureurs qui sont pas les meilleurs au changement de rythme, et c'est pas des coureurs qui prennent énormément de risques non plus au niveau de la manière de courir. Et puis voilà, il y a plein de petits paramètres qui font que aujourd'hui on a accouché d'une souris que j'avais un peu peur. Je vous l'avais dit ce matin lors de la présentation qu'on n'est pas grand chose à se mettre sous la dent. Bon, c'est ce qui s'est un petit peu passé aujourd'hui. Mais on a eu de la bagarre pour l'échapper. Donc ça a un peu contrebalancé, on va dire, cette petite déception du côté du général. Et encore une fois, cette déception sur les 3 quarts de l'étape, mais vraiment les 5-6 dernières minutes, là, il y a eu un petit peu de spectacle et de suspense. Hier, je vous avais posé 2 questions du côté des sondages. La première question, c'était Thibaut Pinot va-t-il avoir le maillot bleu à Rome ? Vous m'avez répondu oui à 86%, non à 14%. Deuxième question, pour vous, qui va gagner l'étape 19 ? Joao Almeida 6%, Van Wilder 7%, Geraint Thomas 17%, Primož Roglic 43%. Eh bien, c'est les 27% qui pensaient à un autre coureur qui ont gagné. Et vous avez gagné le droit de répondre de nouveau à un questionnaire. Il n'y a absolument rien à remporter. Note de cette étape, moi j'ai mis 13 sur 20, belle bagarre et beau final d'étape. Mais c'est vrai qu'on a accouché un petit peu d'une souris. Alors on a eu un beau début de journée, notamment avec cette bagarre pour le maillot bleu et les attaques de Benelli. On a eu une belle fin d'étape avec le suspense entre Derek Guy, Buitrago, Roglic, Thomas, Almeida, Dunbar qui craque, et puis Kemna qui craque également. Mais à part ça, voilà, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. C'est un petit peu le résumé de ce Giro. C'est vrai qu'on voit quand même 10 échappées aller au bout. Mais s'il y a autant d'échappées qui sont allées au bout, c'est peut-être aussi parce que sur certaines étapes, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis, on a accouché sur beaucoup d'étapes un peu d'une souris parce qu'il y a eu pas mal d'abandons, parce que voilà, vous avez eu beaucoup de coureurs qui avaient la Covid et que ça a changé la physionomie de course. Et ça ne l'a peut-être pas changé en bien, contrairement à ce que je pouvais croire au moment de l'abandon de Remco et Evenepoel. Au final, à part dans le top 10, beaucoup de coureurs qui ont fait les top 10 des chronos vont se retrouver dans le top 10 du général. Je dirais que l'une des exceptions, c'est Thibaut Pinot, qui n'était pas dans les top 10 dans le top 20 des chronos, on va dire. Allez, on va élargir un petit peu, mais à part Thibaut Pinot, tous les mecs étaient dans le top 20 des chronos quasiment. Et c'est aussi les chronos, c'est 70 km de chronos qui ont peut-être bloqué la course.
même si encore une fois, pour moi, il y avait de quoi faire sur le parcours, sur d'autres étapes. Mais c'est vrai que ces chronos ont peut-être changé quand même la physionomie de cette course. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur la présentation de cette étape. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, eh bien, je commence avec Thibaut Pinot. Bonne journée pour Thibaut. Déjà parce qu'ils ont quand même plutôt bien filtré l'étape. J'avais dit, il y avait plusieurs coureurs qui ne devaient pas partir dans l'étape et surtout pas prendre des points toute la journée. Il y avait notamment Banelli, qui était un des coureurs les plus dangereux au niveau de ce classement de la montagne. Et ils ont réussi à bloquer Banelli. Donc ça, c'était déjà une bonne nouvelle. Ensuite, il y avait Baïs, qui était le deuxième coureur dangereux, qui n'a pas pris l'échappée. Et puis, il y avait Rubio, au final, qui n'a pas pris beaucoup de points. Donc, il fallait vraiment éviter que ces coureurs-là partent. Et puis ensuite, tenter de suivre le plus longtemps possible et puis voir si on peut récupérer 2-3 points au sommet des Tollet-Chimed et di Lavaredo. Parce que de toute manière, ils ne pouvaient pas repartir en échappée. Donc, Groupama a fait le job en début de journée pour bloquer tout le monde. Ce qui fait qu'après, il restait Derek Guy. Sauf que Derek Guy, ce matin, il avait moins de 100 points au classement. Donc, quand Thibaut Pinot en avait 227, ça voulait dire forcément qu'il allait falloir cravacher. Et que même en cravachant, il allait peut-être recoller, mais pas forcément aller chercher le maillot bleu. Et ça a été le cas pour Derek Guy, même s'il s'est bien battu, le Canadien. Ça n'a pas suffi. Et puis après, il fait une belle étape dans le peloton. Il finit 9e. Juste derrière le groupe Arensman, Caruso, Almeida, devant Rubio, devant également Dunbar. Il reprend quand même 40 secondes à Dunbar, devant les Knessoun, et ce qui fait qu'au général, Thibaut Pinot est désormais 6e. Il est à 17 secondes d'Eddie Dunbar. Donc on va voir comment ça va se passer pour Eddie Dunbar. Il est à 1 minute de Caruso. Après, je pense que Caruso est plutôt frais. Il est 3 secondes devant Arensman, donc là il va y avoir gros match. Il est devant Kemna, qui est quand même à 44 secondes, et les Knessoun qui est à 58 secondes. Donc on va voir ce qui va se passer demain sur le contre-la-montre, mais c'est vrai que c'est plutôt une belle opération pour Thibaut Pinot. Le top 10 est assuré, parce que Lorenz de plus est à 7,30, donc là je pense qu'il a assez de marge quand même par rapport à de plus. Que Rubio est à 7,40. Normalement, ça devrait le faire. Vous retrouvez, je rappelle, le classement dans la description de la vidéo. Donc pour moi, c'est plutôt une belle journée. Il a le maillot bleu. Il n'a pas perdu trop d'avance. Même si demain, il faut quand même qu'il fasse le chrono à fond. Déjà pour le général, mais aussi parce que si Derek Guy passait en tête et que lui ne marquait pas beaucoup de points, Derek Guy remporterait ce maillot bleu. Parce que je rappelle que dimanche, il n'y a pas de points au classement de la montagne. Mais il faut quand même que Derek Guy fasse une super montée. Là, aujourd'hui, c'est quand même bien cramé dans les Tlecime di Lavaredo. Je ne suis pas sûr que demain, quand il va repartir, les jambes seront extrêmement fraîches. Et puis surtout, Thibaut Pinot, il aura les temps de Derek Guy parce que Derek Guy est bien plus loin que lui au général. Je rappelle que demain, on part dans le classement inverse du classement général. Donc Thibaut Pinot, il aura des indications sur ce qu'aura fait Derek Guy au niveau des temps de passage. Donc ça, voilà, c'est un avantage pour Thibaut Pinot pour s'ajuster, s'il doit s'ajuster au niveau du classement du maillot bleu par rapport à Derek Guy. Plus-moins à G2R. Ils ont mis 3 coureurs dans l'échappée aujourd'hui à G2R. Ça, c'était une bonne opération. Par contre, il manquait les frères Paré-Peintre. Alors Prodhomme, il a fait tout ce qu'il pouvait. Pareil pour Larry Warbès, pour Alex Baudin, mais tu sentais bien que c'était pas forcément les coureurs les plus performants. Et puis face à Buitrago, si ça avait été face à d'autres coureurs, ça l'aurait peut-être fait, mais Buitrago, Guy, vu la forme qu'ils ont en ce moment, c'était quand même très compliqué d'aller les battre. Et puis en plus, mauvaise nouvelle pour eux, leur voiture a été mise hors course en fin d'étape vu qu'elle a renversé Carlos Verona. Sur cette décision-là, moi je trouve que c'est une bonne décision. Si on s'aperçoit que c'est pas une erreur de coureur, que c'est une erreur de la voiture. Bon, encore une fois, j'ai pas vu l'image de l'action à ce moment-là, mais les commissaires de course l'ont vu. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Le problème c'est qu'on ait mis 1 heure à prendre la décision, ça c'est trop long. Il faut vraiment accélérer les prises de décision. Surtout que là c'est quand même quelque chose d'important, la mise hors course d'une voiture. Et au final elle a eu que peu d'importance je pense sur l'étape parce qu'il est resté 40 km, 45 km quand elle a été mise hors course. Donc il est resté une heure et quart grosso modo, 1h20.
Je pense que les coureurs ont réussi à faire 100, donc... mais je trouve que c'est quand même une bonne décision. Puis j'espère qu'il y aura une amende de la part de cette voiture AG2R. Peut-être que le conducteur n'aura plus le droit de reprendre le volant. Parce que déjà, je crois, assez de danger sur la route pour que les véhicules extérieurs apportent un danger supplémentaire. Surtout que normalement, quand tu es dans la voiture d'un directeur sportif, c'est que tu as quand même passé... soit tu as côtoyé des coureurs cyclistes pendant très longtemps, soit tu as été toi-même coureur cycliste. Mais du côté de la G2R, oui, ils n'ont pas raté le coche, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, c'était pas forcément les meilleurs coureurs à l'avant. Et puis je crois que Paris Peintre a craqué assez tôt. Donc au général, Paris Peintre, il est 14e désormais à 12,05. Il est sous la menace de cette Kuss. Paris Peintre. Et bon, Bruno Armirail, il y a un peu de marge. Donc c'est dommage pour... Aurélien, voilà, bon, il a été en difficulté aujourd'hui. Après, devant, il y a quand même des grands noms devant lui. Donc, c'est un peu compliqué d'aller chercher mieux au général. Warren Barguil est dans le top 20. On a quand même 4 Français dans le top 20. Warren Barguil 17, Armirail 16, Paris Peintre 14 et donc Thibaut Pinot 6. C'est plutôt pas mal, vu déjà le contingent de Français au départ de cette course, et qu'il y avait quand même des équipes qui venaient pas forcément dans l'idée de faire un grand résultat au général. En flop, Cofidis, échappé raté. Je trouve que Cofidis, quand même, ils ont raté pas mal d'échappées. Ça, ils nous avaient dit avant le début de la course, on va prendre des échappées, on va dynamiter la course. C'était un peu ça l'idée, le leitmotiv de Cofidis. Au final, ils ont raté quand même, je trouve, beaucoup de cases, des grosses cases en échappée. C'est-à-dire qu'ils ont été assez peu présents dans des gros groupes et dès que la course roulait fort, tu as vu les faiblesses un petit peu du collectif, quoi. On sent que le Giro, c'était pas la priorité de l'équipe, que la priorité de l'équipe, c'était peut-être plutôt le Tour de France. Et on s'attendait peut-être à ce que Consoni soit plus en forme que ça. Et c'est vrai que Consoni a été décevant sur ce Giro. Enfin, Consoni et Chimolai, qui a disparu assez vite, Chimolai. C'est l'un des premiers coureurs à avoir abandonné. Il a abandonné dans la première semaine. Donc, ouais, ça a été une course assez compliquée quand même pour Cofidis. Je pense qu'ils n'ont pas marqué énormément de points au niveau UCI. Il y aura peut-être un point sur les équipes, combien les équipes ont marqué de points sur ce Giro au niveau UCI. Peut-être qu'il y a des tweetos qui auront le temps de faire ça. Mais c'est vrai que pour Cofidis, je trouve que voilà, il rate encore une échappée. Celle-là n'était pas facile à prendre, mais bon, ils ont raté quand même 3-4 échappées qui sont allées au bout. C'est dommage quand c'était ton objectif numéro 1, mais encore une fois, l'effectif quand même au départ, et on partait quand même du principe que Consoni serait le leader. Consoni a pas été fantastique. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, je commence avec Buitrago. Ça faisait partie des coureurs, moi je l'avais plutôt mis hier, parce que encore une fois, moi je m'attendais à ce que ça soit hier que la course se déclenche pas trop, et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de courses. Au final ça a été un petit peu l'inverse. Mais Buitrago ça reste un super coureur, sur ces pentes-là, et puis avec l'altitude, bon c'est la force des Colombiens avec l'altitude, c'est pas nouveau, c'est vrai qu'en Amérique du Sud on a des terrains pour s'entraîner en altitude, qu'on a peu en Europe. Et c'est vrai que ça aide forcément, et on voit que le fait d'être régulièrement en altitude, vous développez plus de globules rouges et forcément c'est une force. Et du côté de Buitrago en plus, il a été très intelligent aujourd'hui. Je trouve qu'il a très très bien géré son étape. Buitrago, des fois il s'emballait, des fois il avait du mal. Je me souviens sur le Tour d'Arabie Saoudite l'année dernière, où il se fait avoir parce qu'il attaque il met une énorme banderille. Vous savez, dans cette montée finale là, qu'on a sur le Tour d'Arabie Saoudite, où vous avez une grosse côte et puis ensuite 10 km de plat derrière. Et il avait complètement explosé par rapport au coureur de la Lotto. Je ne sais plus comment s'appelait le coureur de la Lotto ce jour-là. Et Buitrago, il avait vraiment explosé dans le final et il en avait trop fait. Et quelquefois, c'était un peu un problème Buitrago avant, c'était la gestion de l'effort. Et je trouve que l'année dernière, sa victoire sur le Giro, ça lui a vraiment fait beaucoup de bien. Depuis, c'est quand même devenu un coureur beaucoup plus régulier, je trouve, au niveau des top résultats. Qu'auparavant, il est vraiment passé du statut d'espoir qui confirmait pas vraiment
un vraiment coureur très intéressant. Et puis là aujourd'hui, il a fait preuve d'une énorme maîtrise parce que déjà il a dû revenir sur le groupe d'échappée dans un deuxième temps. C'est-à-dire que le groupe était déjà parti, lui il est revenu. Il y a des coureurs qui ont tenté de revenir, ils sont jamais revenus. Et ensuite, il a fait un énorme effort dans la montée finale, mais en étant très régulier. Et puis il a ajusté Derek Guy. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il était vraiment en totale maîtrise avec Pelizzotti qui était dans la voiture. Il était vraiment en complète maîtrise avec son directeur sportif et et ils ont fait la montée parfaite. C'est-à-dire que vraiment ils n'ont pas fait d'erreur et ils ont ajusté Derek Guy pile au bon moment. C'est-à-dire juste avant le dernier kilomètre. Et Derek Guy a rien pu faire à ce moment-là et c'était le plus fort aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est un petit gabarit. C'est forcément l'idéal dans ce genre de conditions. L'avantage d'être colombien, c'est d'être habitué à l'altitude. Peut-être que bientôt on aura des Péruviens du côté du cyclisme, parce que c'est vrai qu'au Pérou, Lima, je rappelle, est une des capitales les plus hautes c'est même la capitale la plus haute en altitude, je crois, de tête. Était rarement en dessous de 3000 mètres d'altitude au Pérou. Et Buitrago, non, il a été très bon. Je sais pas si, j'ai pas regardé son programme, s'il va doubler Buitrago, parce que c'est vrai que c'est un coureur qui est moyen sur le chrono, mais il y a de moins en moins de chrono sur les grands tours. Là, il est 12e du général, je crois, Buitrago. Oui, 12e, voilà, il est il est à 3 minutes, il ira pas chercher Rubio, il y aura une bagarre avec Van Wilder même pour cette 12e place demain. C'est pas marqué s'il va faire un deuxième grand tour, mais c'est vrai que je trouve qu'il a vraiment progressé, il a que 23 ans quand même, hein. Donc ça reste un coureur assez jeune, et je trouve qu'au niveau des résultats, l'année dernière il fait 8e du Tour de Burgos, alors il abandonne sur le Tour d'Italie, il abandonne également sur la Croix Race. Je trouve qu'il a été plus régulier quand même dans ses résultats. Il avait fait 8e du Tour des Alpes. Voilà, 2e de ce fameux Tour du Saudi Tour. C'était qui était 2e? C'était Van Gils qui avait gagné. Van Gils, qu'on n'a pas vraiment revu depuis, mais Maxime Van Gils, de tête. Et cette année, il avait fait 3e du Saudi Tour. Il l'avait refait. 3e du Tour d'Andalousie. 36e de Tirreno, 8e du Tour des Alpes, 3e de Liège aussi, hein. C'est vrai qu'il avait fait 3e de Liège. C'était bien, Van Gils cette année. 2e de la Volta Limbourg Classique, j'avais oublié Van Gils. Ouais, non, il a fait des résultats quand même. J'ai été un peu méchant avec Maxime Van Gils, 23 ans aussi. Van Gils, qui sera sur le Dauphiné, qui fera Saint-Sébastien, Québec, Montréal. Je ne sais même pas s'il fera un grand tour cette année, Maxime Van Gils. Bon petit grimpeur quand même, hein. L'année dernière, il fait 5e de la Japan Cup Cycle Road Race, course de fin de saison. Abandon sur le Tour d'Espagne, 7e du Tour de Wallonie, et il avait fait le Dauphiné aussi l'année dernière. Donc voilà, il avait pris sa pause à peu près au même moment, Van Gils. On poursuit avec Derek Guy. C'est bien. Non, c'est une belle course qu'a fait Derek. Il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Il a tenté. C'est dommage au niveau du maillot bleu qu'il n'ait pas tenté avant de prendre des points. Parce qu'on s'aperçoit que là, il y a 28 points d'écart avec Pinot. Mais Pinot, il prend 16 ou 17 points sur l'étape 3, je crois, ou l'étape 4. C'est-à-dire que voilà, il a pris beaucoup de points. Vous savez, ces petits sprints qu'il faisait en haut des petits grimpeurs sans consommer énormément d'énergie, au final, ça lui permet de remporter peut-être ce maillot bleu. C'est peut-être les points qui vont être très importants au final pour Thibaut Pinot. Et voilà, c'est ça que je voulais voir. Il fait 15 cm de plus quand même. C'est assez phénoménal. 15 cm de plus et 15 kg de plus. 17 kg de plus même Derek Guy que Buitrago. Alors, en altitude, plus vous êtes grand, plus vous consommez d'oxygène. Voilà. Et comme vous êtes dans un territoire où vous manquez d'oxygène, naturellement déjà, plus vous êtes grand, plus vous consommez d'oxygène, normalement. Plus vous êtes un grand gabarit, plus il faut un petit peu plus d'oxygène. Et là, forcément, en altitude, le gabarit est un des avantages. Et puis, je ne sais pas s'il avait fait un travail spécifique en altitude, Derek Guy, parce qu'avant, il avait fait Paris-Roubaix. Donc ici, il n'a pas couru pendant un mois, donc il avait peut-être fait un travail spécifique.
Et puis c'est quand même sa 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e échappée de ce Giro. Il était déjà en échappée hier. Voilà, au bout d'un moment, les jambes sont cramasses. C'est dommage par contre, voilà, il se retrouve à pas avoir gagné d'étape. Il nous a fait un petit peu une Sandy Cazard, pour ceux qui se souviennent d'une année sur le Tour de France. Présent dans beaucoup d'échappées, mais pas vainqueur. C'est dommage pour Derek Guy. Mais aujourd'hui, il s'est bien battu. Mais bon, tu voyais qu'à 3 bandes de l'arrivée, ça piochait un petit peu dans tous les sens et que Buitrago allait l'ajuster. Et Buitrago l'a ajusté parfaitement. C'était vraiment chirurgical la course de Buitrago. Et bon, Derek Guy, c'est dommage. Mais c'est vraiment une belle... si on devait noter la révélation de ce Giro, c'est Derek Guy la révélation de ce Giro. Vraiment. Parce qu'à 25 ans, très bon. Très bon. Voilà, il a fait le job et il a été très performant. Champion du Canada du chrono, donc demain il aura le maillot. 8e du Grand Prix de la ville de Lillier l'année dernière. Voilà, mais vraiment très fort. Très très fort. Et voilà, 25 ans, c'est comme je dis toujours, tout le monde n'est pas Remco Evenepoel, 25 ans. Première saison où il commence vraiment à avoir des résultats intéressants. Après, c'est un peu plus habituel en Amérique du Nord d'avoir des coureurs qui... Michael Woods aussi arrivé très tard chez les professionnels parce qu'on n'a pas une filière, contrairement en Europe, à la France, à d'autres pays, on a une filière avec les amateurs, mais on a une filière aussi avec les jeunes. C'est ce qu'ils essayent de mettre en place au Canada, mais souvent en Amérique du Nord, soit tu fais partie des top coureurs et donc tu arrives vite dans le milieu du cyclisme, soit tu n'étais pas forcément parmi les meilleurs chez les jeunes et tu te retrouves en dehors du système fédéral. Et ensuite, pour re-rentrer dans le système fédéral, c'est compliqué, donc tu te retrouves un petit peu en dehors des radars. C'est peut-être ce qui s'est passé avec Derek Guy, c'est-à-dire pas forcément des grands résultats chez les juniors. Tu sors un peu des radars et ensuite il te faut 4-5 ans pour rentrer. Alors qu'en Europe, en France par exemple, vous avez le championnat de France amateur, qui vous permet de rester quand même dans le radar des directeurs sportifs. Il y a d'autres championnats amateurs dans d'autres pays où parfois, je dis toujours l'Italie, vous avez des grosses équipes continentales. Vous avez beaucoup d'équipes continentales et c'est vrai que du côté de Derek Guy, il est peut-être sorti des radars à ce moment-là et ça a été plus compliqué pour lui de revenir. Mais belle perf quand même, beau Giro de Derek et puis peut-être que ça va lui donner de la confiance pour la suite de sa carrière. Et ça va lui faire changer de statut. Et puis Roglic, au départ, à 400 mètres de l'arrivée, j'aurais dit Geraint Thomas, belle opération du jour. Et puis Geraint Thomas s'est un petit peu enflammé et il a été rattrapé par l'altitude. Et au final, la belle opération du jour, c'est pour Roglic. Il reprend, alors vous allez me dire que 3 secondes, oui, mais 26 secondes de retard pour le moment. Alors, demain, il va y avoir un vrai match. Et surtout, 26 secondes, en 2 km, ça peut se récupérer ça. Donc, il va pas falloir exploser demain. Et je pense que Roglic, il va mettre la pression à Geraint Thomas en début de chrono. Je pense que ça va être la stratégie de Primož Roglic, c'est-à-dire qu'il va démarrer assez fort sur la portion de plat, même s'il sait qu'il ne va pas faire d'écart, parce que son objectif, ça va être de mettre la pression sur Geraint Thomas. C'est-à-dire que Geraint Thomas entende l'écart de temps en première intermédiaire et qu'il commence à paniquer, peut-être à faire des erreurs. Et à le contrer sur sa gestion de course de cette manière-là. Je pense que c'est une stratégie qui peut être intéressante, même si peut-être que dans les 3 derniers kilomètres, c'est peut-être plus Roglic qui va craquer. Après, la grande question, c'est est-ce que Roglic va tout tenter au risque de tout perdre aussi? Ça, c'est toujours la grande question avec Roglic, mais il est mal embarqué. Il était mal embarqué quand même en début de semaine, et là, il a bien rectifié le tir. Ça montre aussi que ce Giro, quand même, cette année, comme il n'y a pas eu des grosses étapes, beaucoup d'étapes ont été gagnées par des coureurs échappés, il y a eu peu de spectacles, peu d'animation, peu d'offensives lointaines. Ça va jouer vraiment sur des détails. Quand vous regardez quand même, on a un top 10 qui se tient pas en 3 minutes, en 7 minutes 30. 7 minutes 30, je crois que c'est l'écart qu'avec Geraint Thomas l'année dernière sur le Tour de France à l'arrivée. Par rapport aux 2 loustiques de devant. Et un Guillaume Martin devait être assez loin aussi il y a 2 ans sur le Tour. Ça devait être l'écart qu'il avait par rapport au top 5 Guillaume Martin il y a 2 ans sur le Tour. Vous voyez quand même le fait que on a eu peu d'animation. C'est-à-dire que le premier coureur qui a 1 heure
Eh bien, c'est Tom Skunt, il est 29e. C'est-à-dire qu'on a Ulissi qui est 28e et à 59 minutes. Le premier coureur à plus d'une heure, c'est Tom Skunt. On a eu très peu d'écart sur la course parce que il s'est pas passé grand-chose, quoi, hein. Et ça se confirme que ça va jouer quand même sur des détails. Demain, Roglic, il a déjà utilisé un petit peu son vélo de chrono de demain, donc dans la deuxième partie de montée. Donc il va savoir un petit peu comment va se comporter son vélo et le coup de pédale qu'il va falloir prendre parce qu'il a emmené un petit braquet. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer demain pour Primož Roglic, mais qui fait la bonne opération du jour, voilà, en reprenant un petit peu de temps. Voilà, il est à 26 secondes. Voilà, il a repris 3 petites secondes aujourd'hui, Primož Roglic. Donc c'est une bonne opération. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à prendre les bonifs devant Magnus Cort Nielsen. Parce que ça peut-être se jouer à pas grand-chose, hein. Il y avait 4 secondes de bonif à prendre en haut. C'est vrai qu'avec 4 secondes, ça aurait fait 22 secondes. Voilà, si ça joue à 3-4 secondes à l'arrivée du côté de cette étape, et il aura peut-être des regrets avec les bonifications qu'il n'a pas réussi à prendre aujourd'hui, Primož Roglic. Mais on sent quand même un coureur en doute parce qu'il y a un moment, on le voyait, il n'osait pas, il y avait Subkus qui était devant lui. On sent vraiment un coureur qui n'a pas confiance en lui, quoi. C'est terrible, je trouve, Primož Roglic en ce moment. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 4 bonnets d'âne aujourd'hui, je commence avec le premier, Dunbar. Ouais, il a craqué aujourd'hui, Dunbar. Mais c'est peut-être pas une si grosse surprise que ça, parce que c'est vrai que Dunbar, il était équipier chez Ineos. Il s'est rarement retrouvé dans une situation de gagne en haute altitude. Et ce qui fait la différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il était là pour chercher la gagne, chercher un bon résultat. Mais c'est la première fois qu'il roulait à fond en course en altitude. Et c'est peut-être ça ce qui lui a manqué, c'est des repères. Parce que là, il a explosé d'un coup, hein. Vraiment, il était plutôt bien, plutôt à l'aise. Alors d'un coup, tout s'est arrêté. C'est-à-dire vraiment arrêt lumière, quoi. Vraiment, les yeux étaient complètement brouillés du côté de Dunbar. Et très, très compliqué ensuite derrière pour remettre le rythme. Parce que, encore une fois, pas l'habitude. Quand il était équipier, c'était pas forcément le dernier homme. C'était pas le lieutenant normalement quand il était équipier chez Ineos, et ça fait la différence entre une situation où tu es lieutenant et tu t'arrêtes et les 5-6 derniers kilomètres tu les fais en roue libre, et une situation où tu joues la gagne et t'es pas habitué avec l'altitude et tu te retrouves à être en difficulté. Et au-dessus de 2000 mètres, au-dessus de 2100 mètres, parce que c'est à peu près là où il a craqué, ouais, des fois il y a des surprises avec le corps humain, et là Dunbar il a pris une belle baffe dans la gueule. Il a de la chance parce qu'il perd pas trop de place au général quand même, Dunbar, mais c'est vrai qu'il pouvait être... là, il va falloir quand même un peu cravacher pour aller chercher Caruso. Thibaut Pinot est pas loin, Arensman non plus, et là aujourd'hui il a bien souffert sur cette étape. Donc comment va être la récupération pour Eddie Dunbar pour le chrono de demain, surtout qu'encore une fois, hein, Arensman, Pinot, certes ils vont partir avant, mais Dunbar il va avoir les temps de passage, et parfois vous avez des coureurs qui paniquent avec les temps de passage. Ça peut être bien comme ça peut être un désavantage. Donc on va voir comment ça va se passer pour Eddie Dunbar demain, mais ça peut être une mauvaise journée. Ça serait dommage pour l'Irlandais parce que jusqu'à maintenant il faisait quand même plutôt une bonne course, mais ça remettrait en doute peut-être sa performance sur ce Giro, parce que dès que la course est un petit peu animée, un petit peu plus compliqué. On poursuit avec Almeida. 1 minute maintenant ce soir, Almeida au général, 59 secondes, ça commence à faire beaucoup. Alors je t'aurais dit 59 secondes face à Caruso, je t'aurais dit non, c'est encore reprenable. Mais devant c'est Roglic et Geraint Thomas, c'est en plus des coureurs qui savent gérer les efforts, les deux. Et puis Almeida, ça fait depuis 2 jours qu'il est moins bien. Et demain, on est encore sur des forts pourcentages. Donc, si c'est un problème physique, c'est-à-dire qu'il a une moins bonne récupération, demain, ça ne va pas aller en s'améliorant sur le contre-la-montre, parce que ça veut dire qu'il a plus de jambes. Soit c'est un problème avec l'altitude. Demain, on est un peu moins haut en altitude, mais on va monter quand même à 1008, 1009, je ne sais plus de tête. Mais on monte quand même un petit peu haut en altitude. Et si c'est un problème avec les forts pourcentages, demain, des forts pourcentages, je peux vous dire, ça va être la régalade. Donc ça va être compliqué. Alors malgré tout, si devant il crève, on ne sait jamais, 59 secondes ça reste pas énorme, mais à la régulière ça me semble difficile de faire mieux que 3e pour Almeida.
ça va être, je pense, quand même une légère déception pour lui parce que même s'il monte pour la première fois sur le podium, qu'il va avoir le maillot blanc, bah, il cherchait la gagne, quoi. Vraiment, Almeida, il a déjà fait quatrième du Giro, donc troisième, c'est un peu mieux, mais c'est peut-être quand même pas beaucoup mieux que ce qu'il avait déjà réalisé sur la course. Et il s'attendait peut-être à faire un peu mieux, Joao Almeida aujourd'hui, donc peut-être un petit peu déçu. Je poursuis avec les flops, avec Lennart Kemna. Lui, il a traversé ce Giro un petit peu comme l'homme invisible, Kemna. Il a explosé aussi. Il se retrouve 8e du général. On aurait pu s'attendre un petit peu mieux quand même au départ de la course de Kemna. 8e, si oui, il y avait encore Vlasov, s'il y avait encore Evenepoel, sauf que ces deux-là ont disparu. S'il y avait peut-être encore Jack Haig, mais lui, il est passé à côté de sa course. Donc c'est quand même un résultat un petit peu décevant, même bien décevant pour Kemna. Puis demain, il peut peut-être gagner une place, 2 places, mais bon, il va falloir quand même rouler fort sur le chrono. Là, il a quand même fini dans un état vraiment, il n'était pas bien physiquement, je pense. Il était vraiment à fond, complet. Et c'est compliqué, Bora, cette année. C'est tous les coureurs de la Bora, parce que Kemna, il remporte quand même l'étape de montagne du Tour des Alpes. Donc quand on voit la situation dans laquelle était Geoghenaert, en état de forme, il se retrouve en difficulté, mais à cause d'une chute, pas à cause de son état physique. Kemna, il n'a jamais vraiment été dans le coup physiquement. Ils ont perdu du temps régulièrement. Je pense que Cappuccini, il n'était pas dans le bon groupe. Il était dans le groupe Evenepoel, donc il fait partie des coureurs qui perdent. Je crois qu'il était même derrière le groupe Evenepoel. Enfin, ils ont perdu du temps. Il a perdu du temps régulièrement, en sachant qu'il n'y a pas eu vraiment de course. Il est déjà à 6 minutes au général. Ça sera peut-être encore plus loin demain. Bon, voilà, c'est pas forcément très bon pour lui, et puis ça va pas le mettre en confiance pour avoir un statut de leader, et ça va pas mettre en confiance son équipe pour lui donner ce statut de leader un jour sur une autre course de leader unique. Donc c'est dommage pour Kemna. Et puis la course, on ne l'a jamais vu offensif, on ne l'a jamais vu tenter quelque chose. Un peu tristoun quand même Kemna sur ce Giro, et le classement général, ça va être un petit peu dans la différence générale. Je pense pour Lennart Kemna, cette 8e place, peut-être moins bien, peut-être mieux, parce que Leknesund n'est pas très loin non plus derrière. Et puis je termine avec Jack Haig. Étape de l'enfer pour Jack Haig, quand tu te fais devancer par un moment, il a été en difficulté quasiment toute la journée. À un moment, il se fait dépasser par Ackermann. Quand tu t'appelles Jack Haig, c'est dur. Ça a été un Giro extrêmement compliqué pour Jack Haig, jamais vraiment dans le coup quand il a tenté de prendre des échappées, malade, physiquement diminué, devancé par Ackermann. L'étape du jour, là, à un moment, il y avait quand même Ackermann devant lui. Il finit, Jack Haig, il finit 49e aujourd'hui avec Michael. Non, il est derrière Michael Matthews au général. Non, il finit derrière Michael Matthews sur cette étape. Ça fait mal au cucu, comme on dit. Non, ça a été une journée vraiment en enfer. Même Ackermann finit pas très loin derrière, donc ça a été vraiment très compliqué. Il va falloir faire attention au délai, parce que c'est 55 minutes en cas de 6h23, sauf que c'est pas le cas. On a 5h28 de course. On a que 125 coureurs qui sont arrivés, donc au niveau des délais, il va peut-être y avoir des hors-course ce soir. Il faudra regarder ça attentivement du côté du général, parce que je vois Dainese qui est passé à 45 minutes. Ça a fait mal cette étape du côté des Cepeda aussi qui est passé super loin. Cepeda il finit 115e à 42 minutes. La seule étape où il a été en forme, c'était pour faire chier Thibaut Pinot au final. Cepeda. Mais du côté de Jack Haig, c'est vraiment le Giro de l'enfer. Il partait quand même pour être leader du général. Bon, il se retrouve à être co-leader déjà avec Caruso. Derrière, très vite, il perd du temps. C'est Caruso qui devient leader. Il est obligé de faire un travail d'équipier pour Caruso. Quand tu étais le leader, ça fait un peu mal aux fesses. Et puis encore une fois, c'est redondant. C'est-à-dire que les dernières sur le Tour de France, il tombe. Ça fait depuis 2 ans où on a l'impression qu'il y a une vraie spirale un peu négative pour Jack Haig. La confiance n'est plus vraiment là. C'est dommage parce que c'était un coureur qui était assez prometteur, qui a quand même fait 3e du général d'un grand tour. Je crois, oui, il fait 3e de la Volta en 2021, mais ça fait depuis 2 ans où vraiment c'est compliqué, quoi. Abandon sur le tour. Il avait abandonné 2 fois sur le tour. Chacun part cette Volta où il fait 3, sinon c'est très compliqué. Ça serait bien de retrouver un petit peu des résultats intéressants.
pour Jack Haig, parce que sinon il va se retrouver à devenir vraiment équipier et pas vraiment grimpeur et pas vraiment leader. Mais là aujourd'hui il a vraiment passé une très très mauvaise journée et il a vraiment souffert. Alors, on verra en termes de récup demain, on verra s'il repart demain, même parce que là il a vraiment passé une journée en enfer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve donc demain à 7h pour la présentation de l'étape, 21h pour faire le débrief, 17h30 sur TikTok pour faire le débrief rapide de ce contre-la-montre. Un peu plus tard, pardon, parce que les derniers coureurs partiront assez tard demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!